Frida Dou, Virgile Aronce. Madame, Messieurs, bienvenue au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. Nous sommes à la 155e édition de ce programme et vous avez parfaitement raison de nous choisir. Vigile Avancé, bonjour. Bonjour à tous. Alors Vigile, il n'intervient que très peu dans les médias, celui que nous recevons ce matin, et c'est peut-être l'une des raisons de sa présence dans ce studio. Ancien député à l'Assemblée nationale sous la bannière FCBE, ancien maire de Grand Popo. Notre invité fut l'un des bons soutiens de Sébastien Adjavon à la dernière présidentielle. Benjamin Ablo, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur, merci d'être venu livrer votre compréhension de l'actualité politique à travers le prisme des actes posés, de la parole entendue, loin des tensions, loin des pressions et des passions, comme c'est de tradition dans cette émission. Benjamin Ablon, nous allons parler avec vous de divers sujets, divers et variés sujets. Entre autres, nous évoquerons votre lecture de quelques grands dossiers de la gouvernance à l'ère de la rupture, la classe politique face aux réformes annoncées par le président de la République, les relations actuelles de Sébastien Adjavon, dont vous êtes l'un des plus fervents soutiens, et la rupture. Et peut-être aussi, si le temps nous le permet, vous partagerez avec nous votre appréciation du programme d'action du gouvernement. Alors, dans une soixantaine de minutes, ainsi qu'il en est de coutume au grand rendez-vous, nos auditeurs témoins actifs de ce programme vous adresseront quelques questions en direct. Mais d'ici là, parlons de Benjamin Ablon. À quoi occupez-vous votre temps maintenant que vous n'êtes plus ni député, ni maire de Grand Popo? Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier sincèrement pour m'avoir invité sur votre plateau, pour me permettre d'opiner un peu sur la situation sociopolitique actuelle du pays. Moi, c'est Benjamin Clotaire Ablon. Je suis électrotechnicien de formation. Avant d'être maire et député, j'avais une entreprise. J'exerçais dans le secteur privé, dans le domaine de l'électricité et de la signalisation routière. Puis j'ai fait l'expérience démocratique à la mairie de Grand Popo, puis à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je m'occupe de ce que je sais faire le mieux. C'est l'activité économique, celle qui consiste à faire des travaux d'électricité, de signalisation routière. Donc, c'est à ça que je m'attelle actuellement, mais je n'ai pas pour autant abandonné le terrain politique. Qu'est-ce que vous y faites actuellement? Bon, vous savez qu'on a été aux élections présidentielles et que ça n'a pas souri pour notre leader, mais notre leader a activement participé à la victoire, fait partie de la rupture. Donc, à ce titre, nous ne pouvons que travailler avec l'équipe en place, travailler pour attendre les autres échéances, parce que notre leader ne baissera pas les bras en si bon chemin. Donc vous êtes toujours de la rupture? Nous sommes de la rupture puisque nous l'avons proclamé, nous l'avons dit à haute voix. Il n'y a pas eu encore une annonce officielle pour dire notre départ de la rupture. Même s'il y a eu quelques malaises, je crois que c'est des situations regrettables qui nous ont affectés. Mais je crois que nous sommes toujours dans la rupture. Très bien, vous êtes toujours dans la rupture, nous allons en parler dans un instant, mais en attendant, parlons des grands dossiers du Bénin révélés. Le gouvernement de Patrice Talon prend de nombreuses mesures chaque mercredi
est presque un moment d'inquiétude où les cadres attendent des nominations, certainement, mais les citoyens, ils attendent des décisions nouvelles. De nombreux secteurs sont touchés, réorganisés, remodelés ou carrément supprimés. Comment appréciez-vous cette gouvernance certainement différente de votre ancien leader, Boni Yayi? Oui, je crois que à l'avènement du président Patrice Talon, il avait suffisamment dit et clairement dit qu'il était revenu pour faire des réformes. Sa gestion, je crois, a besoin de ces réformes-là pour pouvoir donner une certaine visibilité. Alors, c'est dans ce sens que les décisions sont prises pratiquement tous les mercredis. Mais la plupart de ces décisions, c'est pour faire avancer les choses. Bon, il y en a qui suscitent ou bien qui gênent un peu le citoyen lambda, le citoyen qui ne se retrouve pas ou bien qui trouve le caractère brusque de ces décisions parce qu'il s'y est pas préparé. Je crois que, mais dans l'un dans l'autre, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, mais il faut que le gouvernement prenne quand même certaines mesures pour atténuer un tant soit peu les différents chocs qui sont produits ça et là. Des mesures sociales, vous voulez dire? Exactement. Alors, de toutes les mesures qui sont prises jusque-là depuis l'avènement du président Talon, quelles sont les mesures qui ont retenu le plus votre attention? 2 ou 3 mesures comme ça qui ont retenu votre attention? La toute première, je crois que c'est le nettoyage ou bien le déguerpissement de la ville de Cotonou. Principalement la ville de Cotonou, puisque les autres villes également ont été touchées. Mais il faut voir la scène dans la ville de Cotonou. Je crois que Cotonou offre une certaine clarté aujourd'hui quand les artères ont été dégagées. Donc vous approuvez l'opération? L'opération n'est pas mauvaise en soi. Elle a permis, vous tous vous le constatez avec moi, que ça a permis de rendre plus aérées nos artères. Parce que les occupations étaient jusqu'à un niveau très très poussé où à peine on voyait même les boutiques qui sont installées. Alors cette situation, je crois, n'est pas arrivée sans heurts. Il y a eu beaucoup de dégâts, je vais l'appeler, entre griffes, parce que les citoyens se sont retrouvés sans activité, brutalement dépossédés ou bien chassés de leur lieu d'exercice, de leurs activités économiques, qui, disons-le, apportaient beaucoup plus, un certain plus aux populations. Oui, justement, quand vous dites qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs et qu'en même temps, vous regrettez un certain nombre de choses, des activités, est-ce qu'on doit cautionner que des gens s'installent dans le domaine public? On a vu des gens construits en matériaux définitifs dans le domaine public qui ont mis des carreaux, qui ont mis des climatiseurs dans le domaine public. Est-ce que vous pensez que ça, c'est soutenable, c'est concevable, ça? Je crois que l'État même a cautionné la chose. Parce que ces personnes ne se sont pas installées du jour au lendemain. Ils ont quand même pris du temps, pris de certaines dispositions, par exemple des autorisations provisoires ont été délivrées. C'est l'État ou les mairies? La mairie, c'est l'État. Oui, d'accord. Donc, il faut préciser. Si la mairie c'est beaucoup plus que les mairies, que le gouvernement. Si c'est on ne peut pas dissocier aujourd'hui la mairie du gouvernement. Ah bon? Ah non, l'État c'est l'État. Très bien. L'État c'est l'État. C'est l'État qui a donné des autorisations provisoires pour les occupations de ces endroits-là. Et ça l'a fait des années, peut-être même 40 ans que les gens occupent ces gens. Mais ce que je déplore, c'est le caractère brutal. On aurait pu discuter avec ces personnes en leur présentant les plans d'aménagement. Ils vont adhérer à ces plans d'aménagement. Mais la campagne de sensibilisation a duré tout au moins 6 mois. 6 mois. Non, ça dépend. Non. Vous aurez souhaité qu'on les informe en 2 ans peut-être. Il y a quelque chose qu'on réclame aux maires. D'avoir une gestion participative. D'associer les populations aux décisions.
Il ne suffit pas de monter une communication à la télé pour dire on a sensibilisé. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Il faut aller à l'approche et à la mairie qui est là. Si la décision est prise au niveau de l'État central, il faut nécessairement associer les élus locaux. La mairie doit être associée à l'opération. Et si maintenant la mairie refuse de s'exécuter, je crois que c'est en ce moment que la force pourra être utilisée. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des prêts pour s'installer pour leurs activités qui ont été déguerpies sans solution d'accompagnement. C'est quoi l'accompagnement quand quelqu'un s'installe dans un domaine qui n'est pas le sien et qu'on lui demande de libérer? Vous pensez que l'État devrait débourser de l'argent pour l'accompagner? De quelle façon pensez-vous que l'État devrait l'accompagner? Oui, je parle par exemple de réinstallation sur un autre site. Et on pouvait identifier des sites pour dire, écoutez, vous êtes obligé de nous libérer les artères là, mais il y a un site provisoire qui vous accueille. Mais tous nos marchés ne sont pas encore pleins, monsieur le maire. Justement, c'est-à-dire c'est une habitude que nos populations ont depuis des années. Et qu'on veut produire maintenant un changement, il faut quand même de la méthode. Parce qu'on le veuille ou non, c'est des emplois qui sont supprimés. Des emplois qui sont supprimés. Si vous aviez été là et que il vous revenait de prendre cette décision ou de la mettre en œuvre, qu'auriez-vous fait de façon concrète? Dites-moi trois points essentiels dans l'ordre que vous auriez pu faire. Oui. La sensibilisation pour vous aurait duré combien de temps? 2 ans ou 1 an? Je peux prendre 1 année pour faire la sensibilisation. D'accord. 1 année de sensibilisation de proximité. Pour annoncer à ces occupants qu'ils vont être déguerpis parce que nous voulons embellir notre ville. Nous voulons embellir notre ville. Donc, de discussion en discussion, ils vont se préparer à déguerpir. D'accord. Et ils vont finalement partir, mais tout en discutant, on doit chercher des solutions. D'accord. C'est ça donc, que le maire après la sensibilisation sur 12 mois, vous proposez des solutions. Non, c'est durant la sensibilisation. Donc on propose en même temps les solutions. Voilà. Et qu'on leur montre ce que la terre va devenir. D'accord. Ce qu'on ambitionne faire. Et tout le monde, personne ne refuse le développement. Tout le monde va adhérer à l'opération et le déguerpissement sera beaucoup plus... Sinon, c'est le caractère social. Ça fait un certain nombre d'emplois ou bien des gens qui gagnent leur vie en occupant ces lieux, qui ont été sonnés et puis se sont retrouvés en situation de difficulté. Est-ce que ce n'est pas la dimension du manager en chef, et j'utilise ce terme exprès, est-ce que ce n'est pas la dimension du chef d'entreprise qui a pris le pas ici dans cette opération? Est-ce que ce n'est pas la dimension politique que le président Patrick Talon n'a pas prise en compte quand on lit bien ce que vous dites? Non, le président de la République a donné des instructions. Je veux que les artères soient libérées parce que j'ai un plan, j'ai un programme d'embellissement de la ville. Mais reste à ceux qui sont chargés de la mettre en œuvre, de mettre de la manière. Et cette manière, n'attendez pas que ce soit le chef de l'État qui dise allez sensibiliser. Quand vous parlez de manière, vous faites allusion à qui? Au préfet Tobola, peut-être? Le préfet, je crois que il a sa manière de comprendre les choses. Et en principe, la gestion quotidienne... Qui n'est pas la bonne manière, peut-être. Qui n'est pas la mienne, en tout cas. D'accord. En principe, la personne chargée de la gestion quotidienne ou bien la mise en œuvre des décisions sur le territoire communal, je crois que c'est le maire. L'opération de déguerpissement ne peut pas être menée sans la collaboration de la mairie. Donc, c'est pour ça qu'on a noté après les opérations, le maire a identifié un site provisoire pour accueillir certains parmi eux. L'opération de déguerpissement a été exécutée en dehors du maire, où le maire s'est mis en marge de l'opération de déguerpissement. Parce qu'il y a peut-être une nuance entre ce qui a été réel. Quand on a suivi les débats, on se pose, moi je me pose la question, est-ce que l'opération de déguerpissement exclut les maires ou les maires ou le maire de Cotonou notamment s'est mis en marge de l'opération de déguerpissement? Parce qu'il y a peut-être une nuance entre les deux situations. Mais c'est ça, je disais qu'il doit y avoir une campagne préalable d'information et de sensibilisation. Si
ce travail avait été bien mené, le maire étant l'élu de la localité ne peut pas se mettre en marge parce qu'il aurait été déjà informé. Il va réfléchir pour trouver les voies et moyens pour un peu adoucir le choc au niveau de sa population. Les responsables de la mairie ont témoigné sur plusieurs radios que j'ai écoutées, qu'ils ont été associés aux réunions préparatoires au ministère de l'Environnement, qu'ils ont participé à un certain nombre de choses, mais à la phase opératoire, ils n'ont pas souhaité prendre le devant. Mettez-vous à leur place. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le volet politique qui prend le dessus là? Qui va assumer politiquement? Bon, il faut dire les choses par leur nom. C'est comme si il y avait une certaine rivalité qui s'est installée entre le maire et le préfet. C'est tout comme si, parce que la préfecture de Cotonou aujourd'hui, c'est la ville de Cotonou qui gère. Mais est-ce que finalement, M. Ablo, est-ce que finalement cette opération n'était pas la bienvenue? Parce que depuis toujours, les acteurs politiques que vous êtes, quand vous êtes aux responsabilités, ce qui vous préoccupe le plus, ce n'est pas d'agir pour le bien commun, ce n'est pas d'agir pour l'intérêt collectif, c'est d'agir en fonction de ce que l'électorat fera en retour pour vous. Généralement, c'est comme ça fonctionne. Et vous l'avez dit dans votre intervention tout à l'heure, ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens se sont installés dans les rues. Je vais vous donner un exemple. Dans ce pays, à un moment, le gouvernement du président Ebony a choisi d'imposer aux citoyens qui roulent à moto le port du casque. Une excellente décision par ailleurs. Et puis, les gens ont résisté un temps. Les forces de l'ordre ont montré que ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Tout le monde s'est mis au casque. Jusqu'au moment où, à la veille d'une élection, le même gouvernement dit écoutez, vous pouvez ne plus porter le casque. Voilà ce qui justifie, depuis toutes ces années, les comportements qu'on voit dans nos rues. Et que je pense qu'une fois, il fallait aller, et vous l'avez dit, le président Talon, me semble-t-il, a dit qu'il a un mandat de 5 ans à faire. C'est bien ça, hein? Et quand on a 5 ans à faire, on est peut-être pressé. Est-ce que ce n'est pas ça qui justifie ce à quoi nous avons assisté? Est-ce que c'est lié au mandat de 5 ans? Lui, il veut avoir beaucoup de réalisations dans son intervalle de 5 ans. Mais quand il donne des instructions, il faut que ceux qui sont chargés de la mise en œuvre puissent mettre de la manière pour casser. Oui, mais ce que vous appelez la manière, vous avez aussi parlé tantôt des mesures d'accompagnement. Est-ce que ce ne sont pas ces mesures-là, par exemple? Est-ce que la décision revient au préfet Tobola ou au maire? Est-ce que la décision, ce n'est pas en principe le sommet, ce n'est pas le gouvernement tout au moins? Oui, je dis, le gouvernement ne peut pas dire donnez-moi un plan ou bien donnez-moi un temps pour faire ci ou faire ça. Lui prend la décision, je vais faire. Je dis, il revient aux acteurs chargés de la mise en œuvre de dire, pour faire ce que dit le président, bien ce que vous nous demandez de faire, nous suggérons qu'il y ait tel état. Voilà la feuille de route pour pouvoir réaliser l'opération que vous nous demandez. Et le chef de l'État va analyser. Et je ne crois pas qu'il puisse aller à l'encontre des différentes propositions qui seront faites. Mais est-ce que ce n'est pas le profil du chef d'entreprise, celui qui n'a rien à faire avec les calculs politiques, les calculs électoraux? Est-ce que ce n'est pas ça qui a pris le dessus dans cette opération? Je voulais rebondir un peu sur cet aspect que vous avez souligné tout à l'heure. Ce n'est pas forcément le résultat attendu des électeurs qui font que les maires ou bien les élus locaux agissent ou n'agissent pas. Non. Si un maire est là, qu'il attend un résultat, il doit pouvoir agir. Mais agir sans l'assentiment des populations, il va se mettre les populations au dos. Mais quand il explique pour dire voilà ce que nous voulons faire, voilà ce que ça va nous apporter, les populations adhèrent très facilement. Même s'il y a un groupe de résistance au début, il finit toujours par rentrer dans l'ordre. Et c'est à l'exercice là que les maires s'attellent au jour le jour pour pouvoir faire le développement de leur localité et installer une certaine quiétude. Parce qu'au finish, c'est ce que nous recherchons. Très bien, vous avez parlé de l'aspect économique du déguerpissement, ces personnes qui montent des activités économiques, etc. Et que, en cassant tout ça, on donne quand même un coup, n'est-ce pas, à l'activité économique. Dans ce studio, le dimanche passé, il y a un fiscaliste qui est passé pour dire que les activités informelles le long des rues ne contribuent en rien du tout au budget de l'État.
c'est une information que je n'avais pas. Mais il est venu nous le dire. C'est pas, par ailleurs, c'est une information que je vous donnais. Le grand rendez-vous. Alors, nous allons parler du programme d'action du gouvernement, si vous le voulez. Votre appréciation générale sur ce programme, M. Ablon. Oui, c'est un très bon programme. Ça dénote de l'esprit ou bien est-ce que c'est de l'ambition, je vais l'appeler, c'est-à-dire la détermination du chef de l'État. Le chef de l'État veut aller très vite au cours de son mandat pour faire beaucoup de réalisations. Donc le programme fait rêver a beaucoup fait rêver les populations. Parce qu'on n'avait jamais vu un programme de cette ampleur-là. Mais quand on regarde de près, il y a certains volets qui sont très bien étudiés et très bien pris en compte. Je vais parler par exemple des infrastructures. C'est géant. Et tout le monde sait que la plupart de ces infrastructures ne vont pas finir avant la fin du mandat. Les infrastructures routières. Les infrastructures routières, parce que c'est des travaux lourds, mais que le président aura quand même le mérite d'embrasser et de voir commencer. Donc, on a parlé de 45 projets phares. Les 45 projets phares peut-être qu'ils pourront amorcer, mais je ne suis pas sûr que les 45 projets iront à terme. Parce qu'il y a quand même le temps de mise en forme administrativement et techniquement. Il y a des délais incompressibles qui sont liés à la réalisation des travaux. Il y a surtout la mobilisation des fonds, des ressources. Ça, on compte sur le président de la République qui a quand même un background pas négligeable. Il sait ce qu'il fait et tout le peuple, même tous les députés sont d'accord avec lui que le programme qu'il a fait est bon. Mais il y a par exemple le volet sécurité qui a été pris en compte. Vous voyez également actuellement sur les carrefours, la plupart des carrefours de Cotonou, la présence des forces de l'ordre. Mais donc on vous diront que le Bénin est comme un État en guerre, ou qui sort de la guerre. Non, je dis, vous avez suivi vous-même à la prise de fonction, bien aux premières heures d'installation du nouveau régime, combien de fois il y a eu de braquage. C'est quand même un affront à l'autorité. Ils sont là et puis les choses se passent, ils n'arrivent pas à mettre la main dessus. Je crois qu'ils ont fait du bon boulot dans ce domaine-là, même si au niveau de l'équipement, il reste que certaines communes ne sont pas encore touchées. Je crois que d'ici là, le programme sera poursuivi pour que nous puissions nous sentir vraiment en sécurité. Et Cotonou vraiment donne déjà le top et la visibilité est nette. Même la présence dissuade déjà un certain nombre de ceux-là qui pensent troubler la quiétude des populations. Ok, M. Ablao, le gouvernement présente le tourisme comme l'un des moteurs de son action, mais également l'un des leviers de l'économie nationale dans un contexte de faible capacité de mobilisation de ressources internes. Alors cette semaine, par exemple, un programme financé par la Banque mondiale relatif a été lancé pour donner des couleurs touristiques à la ville de Ouidah. Quelle part, grand propos, la ville dont vous fûtes maire compte prendre dans cette action, cette ambition gouvernementale? Oui, je crois que c'est la concrétisation du PAG que le chef de l'État est en train de faire comme ça. Je crois qu'il ne peut pas embrasser toutes les communes à la fois, mais le simple fait d'axer déjà un premier programme sur une commune est déjà un indicateur très important. Mais les autres communes qui avoisinent Ouidah doivent quand même s'inscrire dans une logique que tout ne peut pas être sur notre territoire. Mais si la chose est à côté, il faut qu'on prenne les dispositions pour aller la chercher. Et la commune de Grand Popo offre pratiquement les mêmes atouts que celle de Ouidah. Et elle ne va pas rester en marge, elle va faire en sorte qu'elle puisse tirer son épingle, même si les infrastructures sont sur le territoire de Ouidah.
provoquer des actions qui puissent faire venir ces touristes-là également dans grand propos, parce qu'ils ne vont vraiment pas s'enfermer dans Ouida. Le grand rendez-vous. Qui, je ne sais pas si ça a été pris en compte, le développement. En principe, le développement devait être axé sur les communes, les territoires. Qu'est-ce que vous appelez développement? Je prends par exemple le volet touristique où le chef de l'État a lancé le programme pour Ouida. D'accord? C'est le développement de cette activité va générer tellement d'autres activités connaissent que Ouida seul ne pourra pas contenir. D'accord? Donc, est-ce que le maire de Ouida est intimement lié à cette opération? Vous soupçonnez que ce n'est pas le cas? Je ne sais pas, je me pose une question. Je me pose la question parce que quand je vois le PAG dans son ensemble, j'ai l'impression que les communes sont oubliées. Ou carrément que la décentralisation est oubliée. Donc, sur cet aspect, je crois que ce n'est pas un bon point pour le gouvernement. Qu'est-ce que vous auriez souhaité voir dans le PAG2, relativement aux communes, au développement des communes, et que vous n'y avez pas vu? Vous savez, dans les communes avec les partenaires au développement, il y a une activité de maîtrise d'ouvrage communal qui a été développée. Et les communes ont appris à réaliser des infrastructures avec les fonds transférés, bien sûr. Mais aujourd'hui, on ne voit aucune trace de la poursuite de cette maîtrise d'ouvrage communal apparaître. C'est-à-dire, la plupart des grands projets, tous les projets pratiquement du PAG sont ou seront exécutés par des agences. Et la plupart de ces, bien toutes les agences sont centralisées à la présidence de la République. Donc c'est une forme de centralisation qui se met petit à petit en place. Mais du coup, les communes ont été totalement dépouillées de la maîtrise d'ouvrage communal. Je voulais parler de ce qui se faisait à travers ce programme, le fonds FADEC. Bien sûr, le fonds FADEC aussi, dans le PAG, a reçu un coup. On était à, c'est pas, 3, et quelques pourcents de transfert de ressources générales du budget de l'État aux communes. Mais avec le nouveau gouvernement, malgré que le budget est passé à 2010 milliards, la part transférée aux communes a régressé. Les ressources FADEC ont régressé. Et alors que l'UEMOA prend 15% des ressources à transférer aux communes. Alors, donc, un travail était en train d'être fait pour accroître ce niveau de transfert aux communes. Mais aujourd'hui, on assiste carrément à une régression, même pas 2% du budget. Oui, mais le gouvernement a expliqué que c'est un hasard de l'agenda des partenaires techniques et financiers. En réalité, vous savez que le FADEC est financé exclusivement, presque exclusivement par, ou en partie par la Banque mondiale, qui, me semble-t-il, est en train de lever un peu le pied de l'accélérateur sur ce financement. Donc, il y a une réduction de ressources, me semble-t-il, et c'est peut-être que ceci justifie cela. Non, je crois que l'organe chargé de la gestion des fonds FADEC, c'est la CONAFIL. La CONAFIL a travaillé pour que la plupart des partenaires bilatéraux abondent au fonds FADEC. D'accord. Donc, l'avancée qui a été obtenue en 2015, c'était que beaucoup de partenaires venaient dans l'agriculture, ce qui ne se faisait pas par le passé. Beaucoup de partenaires viennent dans l'agriculture, d'autres dans la santé, etc. Donc, cela, on devait s'attendre à un accroissement des fonds transférés aux communes. Mais aujourd'hui, c'est comme si le ministère de la décentralisation est mis en parenthèse. Bon, je le mets en griffe comme ça. Et comment expliquez-vous ce constat-là? Qu'est-ce qui, de votre point de vue, justifie? Bon, peut-être que c'est... On ne peut pas accuser le chef de l'État. Peut-être les cadres qui l'ont entouré n'ont pas suffisamment briefé sur le caractère de la décentralisation.
Parce que ce qu'on est en train de faire là, on risque de retourner à un État centralisateur. Donc les communes vont croiser les bras et ils vont assister, ou bien ils vont venir comme des spectateurs pour voir les choses se faire. Mais la maîtrise communale prend un coup. Très bien. Parlons à présent de la classe politique, des réformes du président. Alors, le président a annoncé un mandat de réforme, notamment institutionnel et politique. Ces dernières semaines, on a noté quelques mouvements du côté des partis politiques qui donnent l'impression de s'organiser face à la révision de la loi fondamentale que certains annoncent comme imminente. Jusque-là, on peine à lier la position de ce qu'ils appellent la galaxie à Diavon à laquelle vous appartenez sur le sujet. Quelle est votre position par rapport aux réformes politiques et institutionnelles du président de la République? Oui. Je prends directement le volet lié à la révision de la Constitution. Et tout le monde est clair là-dessus qu'il y a des choses à retoucher dans notre Constitution. Et cela avait été tellement mis en évidence que plus personne n'est contre la révision de cette Constitution-là. Mais ce que nous ne savons pas à la date d'aujourd'hui, c'est que les différents points qui vont être touchés dans cette révision, en dehors de ce qui est suffisamment agité, le mandat unique, en dehors du mandat unique, on ne connaît pas la consistance des points véritablement à retoucher. C'est-à-dire que la proposition du chef de l'État, après les commissions, tout et tout, on n'a pas encore un document qui nous dit voilà ce que nous proposons pour la nouvelle constitution. Donc, du coup, les états-majors essaient de lire entre les lignes et de se repositionner. Parce que qu'on le veuille ou non, la réorganisation des partis politiques va être prise en compte. Mais de quelle manière? Mais il faut que ça se fasse également avec le peuple. Si le peuple n'est pas associé et que c'est seulement les députés ou bien les députés qui travaillent là-dessus, je crois que ça va... Même les députés disent n'en êtes pas encore informés. Bon, vous voyez, donc tout ce qu'on dit là, c'est des supputations, on ne peut que imaginer, réfléchir à propos. Mais l'idéal, ce que je veux, il faut qu'il y ait un document. Et ça, j'insiste là-dessus. Vous avez l'impression que le chef de l'État pourrait aller au-delà des propositions de la commission Diogbenou, par exemple? Je ne sais pas. Vous savez... Ou bien mettre tout ça en parenthèse et faire une nouvelle proposition? Vous savez, et en 2015, nous avions cru avoir obtenu un consensus par rapport à la révision. Mais ça s'est révélé comme s'il y avait un point qui était caché au peuple. Et c'est ça que les gens, certains ont appelé la révision opportuniste. Et cet aspect a fait que plus personne n'a voulu avancer. Et là, maintenant, vous craignez une révision opportuniste aussi? Je ne sais pas. Je dis, mais qu'on nous dise dans un document mis à la disposition des partis politiques du peuple, voilà ce que je propose pour notre révision. Ainsi, il peut y avoir des amendements, on discute, et sinon, ce qui risque de se passer, on va se réveiller un matin. Oui, justement, est-ce que vous pensez, comme certains, que ce silence autour de la révision de la Constitution, le fait qu'on ne voit pas le texte, le projet, est-ce que vous pensez que ça relève d'une stratégie de l'équipe en place? Nous sommes en politique. J'ai dit tout à l'heure que l'équipe précédente avait souhaité cette révision sur certains points où les gens avaient cru avoir un point qui leur était caché. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu continuer. Mais aujourd'hui, je dis, le président Talon dit c'est un mandat. Lui, il veut faire un mandat. Mais les réformes qu'il propose, qu'on mette ça dans un document et que les partis politiques, ou bien même le citoyen lambda qui le peut faire des amendements, on pourra en tenir compte dans les études et puis on va... Sinon, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va se réveiller un matin avec une proposition, paf, et puis c'est voté, c'est parti. Très bien. La réforme du système partisan qui, in fine, imposera un regroupement de gré ou de force des partis politiques
est l'une des réalités de cette modification annoncée. Quel est votre avis sur ce point précis? Parce que nous sommes dans un pays où nous avons actuellement, je ne sais pas si mes statistiques sont à jour, mais on me parle de 263 ou 265 partis politiques. C'est l'une des hontes de la classe politique, vous en convenez. Mais si on doit faire un regroupement, qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment pensez-vous que ce regroupement pourrait être fait? Certains parlent de 2 ou 3 grands partis politiques, d'autres parlent de 4-5 grands partis politiques. Vous, votre avis sur la question, c'est quoi? Non, moi je crois que c'est à la conférence nationale qui avait été décidé le multipartisme intégral. Sans savoir que les Béninois pourraient pousser l'ingéniosité voilà. de ce sommet-là. Maintenant qu'on se rend compte qu'il y a une faiblesse dans ce système, il revient à la classe politique de s'asseoir et définir. Si quelqu'un se lève et dit moi je veux qu'il y ait 2 partis, l'autre dit je veux qu'il y ait 3 partis. Moi, à mon avis, c'est donner la possibilité aux partis de se regrouper suivant leurs affinités, leur obédience politique, pour pouvoir constituer de partis forts. Ceux qui vont se mettre en marge disparaîtront de même. Il faut éviter de formaliser pour dire voilà la carte, essayer de rentrer dedans. Le grand rendez-vous. Alors, parlons d'autre chose. Quel est aujourd'hui l'état des lieux des relations entre les 2 alliés au second tour de la dernière présidentielle, Sébastien Adjavon et Patrice Talon? Je pose cette question, M. Abloh, parce que Sébastien Adjavon aurait désormais maille à partie avec le pouvoir qu'il a contribué à mettre en place. Une chose est certaine, c'est que le courant ne passe plus entre les 2 hommes et de nombreux faits en donnent acte. Les médias ont annoncé par exemple cette semaine le retrait des équipements de transport de M. Adjavon, des pactes d'Alada, etc. En dehors de la fameuse affaire cocaïne dont vous avez été témoin comme nous, quel est le problème politique qui oppose aujourd'hui les 2 hommes? Je crois que la situation entre les 2 hommes, c'est ce qui s'est produit, ce qui s'est passé la dernière fois, en octobre, octobre-novembre 2016, c'est une situation que nous avons regrettée et que nous regrettons. Et parce que ça a mis très mal à l'aise tout l'état-major. Et le président en a reçu un coup terrible. C'est une situation qui s'est passée sur laquelle nous voulons passer l'éponge. Nous voulons passer l'éponge parce que je ne sais pas si elle est encore pendante devant la justice. On a parlé ces dernières semaines d'un appel qui aurait été fait. On a entendu des gens, mais il n'y a pas eu de suite. Donc, si tel est le cas, je préfère qu'on n'ouvre pas trop cette boîte-là. Mais la relation entre les 2 hommes, vous confirmez avec moi que ça doit nécessairement prendre un coup parce que chacun va interpréter à sa manière. Mais je crois que le plus important, c'est que ces hommes se rencontrent. Ils doivent pouvoir se rencontrer, et se parler. Parce que ils représentent carrément déjà, ils font quand même, qu'est-ce que je vais dire, la crème du pays. Ils doivent pouvoir se parler s'il y a des divergences. Vous convenez que des situations de guéguerre là ne vont pas quand même profiter au pays. Entre ces 2 hommes pris individuellement d'abord dans leurs valeurs intrinsèques peuvent beaucoup pour le développement du pays. Et si l'un se met à l'écart et l'autre pense qu'il peut tout faire seul, je crois que les populations ne vont pas bien bénéficier de l'apport que l'autre peut apporter. Je crois que c'est regrettable et le souhait c'est que la paix s'installe entre ces hommes. Oui, bon, mais le président Adjavon a annoncé que dans une interview qu'on a lue il y a quelques mois qu'il, avant toute idée
de rapprochement, de réconciliation. Il va falloir clarifier la situation. Je crois que ce débat a été fait, mais ce n'est pas, on n'en est pas encore arrivé là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en l'état, dans l'état actuel de leurs relations, ils peuvent se réconcilier, etc. Et sur quoi va porter par exemple la réconciliation? Ça, c'est des questions que les gens se posent. Comment est-ce que vous entrevoyez cette réconciliation-là? Je crois qu'ils sont de grands hommes. C'est ça que je l'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'ils se surpassent de certaines choses. Ils doivent pouvoir se mettre au-dessus de certaines considérations. Il faut que l'un d'eux puisse faire le pas nécessairement en direction de l'autre. Justement, si qui doit faire le pas? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que c'est X ou Y qui doit faire le pas. Mais la situation est là que le pays en souffre. Le pays en souffre au point où si vous écoutez la rue maintenant, c'est pas bien. Il faut que le chef de l'État soit à l'écoute de sa population. Et les actes qui doivent être posés doivent refléter quand même le désir de cette population-là. Je dis, le Bénin n'a rien à gagner si ces deux hommes-là se mettent en brouille. Parce qu'ensemble, ils vont constituer une force qui va booster le développement. Très bien. Mais en dehors de l'affaire cocaïne dont nous parlons là, quels sont les autres points d'achoppement? Qu'est-ce qui explique l'éloignement qu'on observe entre les deux hommes? Il y aurait des histoires de positionnement des acteurs politiques qui auraient travaillé à la présidentielle autour du président Diavon. Est-ce que tout ça compte dans la balance de la querelle qui les oppose aujourd'hui? Je ne saurais vous répondre. Puisque... Comment ça, vous faites partie non, il est vrai... appuis du président Diavon? Vous oui, avez été dans son équipe? Il est vrai que les positionnements ont posé problème. La seule chose qu'on se dit pour se calmer, c'est de dire aux gens que nous ne sommes pas au pouvoir. Nous ne sommes pas au pouvoir. Il revient à celui qui est au pouvoir d'offrir ce qu'il peut offrir. Et encore, là je dis les accords politiques. Les accords politiques sont ce qu'elles sont. Le non-respect de ces accords-là n'entraîne absolument rien. Donc, les hommes politiques que vous êtes habitués à ça, vous faites des promesses mais que vous ne tenez pas. Et ça ne gêne personne. Ça, on ne peut rien parce contre. Parce que ce que vous dites, c'est ce qu'on retient. On ne peut rien contre ça. Non. Enfin, vous mentez entre vous et puis ça ne vous gêne pas. Non, c'est la politique qui est comme ça. Ah, d'accord. Vous voyez que l'autre est en train de mentir, mais peut-être qu'au moment où il prenait la décision avec vous, il était de bonne foi. D'accord. Mais après, il peut y avoir des contingences qui vont l'obliger à ne pas respecter. Mais quand c'est comme ça, on ne s'explique pas. En principe, on s'appelle pour dire, dis donc, il y a telle chose qui a changé, je ne pourrais plus. Voilà. En principe, c'est comme ça, en fait. Pour s'expliquer les sujets du commandement. Mais notre souhait, c'est que ça reprenne, que le président Diavon garde son calme et que tout ce qui se tente aujourd'hui puisse se calmer pour le bonheur de nos populations, parce que qu'on le veuille ou non, il a sa troupe, le président, bon, nous sommes tous béninois, chacun doit pouvoir contribuer au développement de la nation. Très bien. Récemment, il a été annoncé que M. Diavon a démissionné de la tête de toutes ces sociétés. Certains affirment que c'est pour se consacrer exclusivement à la politique. À votre avis, que symbolise une telle décision? J'avoue que je n'ai pas rencontré le président avant de venir sur votre plateau. Et tout ce que je dirais ici n'est que réflexion et supputation venant de ma personne. S'il a démissionné de la tête de ces sociétés, je crois qu'il doit avoir ses raisons. Et il l'avait fait avant de se présenter aux élections. Personne n'en a parlé. Il a repris la main après les élections, personne n'en a parlé. Bon, maintenant, s'il décide, est-ce que c'est au vu de la situation actuelle qu'il a décidé de se mettre un peu en marche pour se consacrer à des activités politiques? Selon vous, quelle est la raison? Oui, si vous savez que le président Diavon n'a souvent pas le temps pour ses affaires.
Il est toujours en déplacement, mais pour mieux se consacrer à la politique, il doit quand même se mettre à l'écart. Il doit quand même quitter un peu la tête pour pouvoir se donner un peu de temps si réellement il veut s'occuper de l'aspect politique, il veut faire le développement du pays. Parce que, qu'on le veuille ou non, la politique absorbe. Ça absorbe l'énergie, ça absorbe le temps, ça absorbe les finances. Donc, il doit quand même se ménager une plage pour vraiment s'occuper de ces activités-là. Il se lit sur les réseaux sociaux, on sait ce que ça représente, mais il se lit sur les réseaux sociaux quantité d'informations, dont celle faisant état de ce que M. Ayavon, le politique, veut créer un parti politique pour prendre la tête d'une opposition féroce au régime en place. Doit-on prendre au sérieux ce genre d'allégations? C'est sur les réseaux sociaux, vous avez dit. Ce n'est pas dans un média officiel. Donc, même dans les médias officiels, il y a de la manipulation. Ce que je sais, c'est que nous devons nous organiser. Nous allons nous organiser, ou bien nous nous organisons. Pour créer un parti politique. Je ne le dis pas, je ne sais pas si c'est l'option qui est retenue. Vous vous organisez pourquoi? Mais on s'organise pour conquérir le pouvoir. D'accord. Mais pas pour créer un parti d'opposition. Je dis, on s'organise. Ça ne passe pas, par exemple, par la création d'un parti politique? Je dis, on s'organise, je crois que le mot est suffisamment clair. Vous n'êtes pas à la fin de la réflexion? Alors, dernière question avant d'ouvrir le standard à nos auditeurs qui pourront vous poser dans quelques instants des questions. La conférence nationale, c'était il y a 27 ans. Aujourd'hui, avec le recul, Benjamin Ablor, quel regard jetez-vous sur le parcours du Bénin démocratique? Notre République est-elle toujours sur les pistes tracées par ses pères fondateurs à la conférence nationale? Je crois que nous sommes en février, je crois que c'est le mois anniversaire de la conférence nationale qui a décidé de la décentralisation et du multipartisme intégral. Et nous avons abordé tout à l'heure certains aspects liés à cette décision-là, et à savoir les partis politiques. Nous avons vu l'inconvénient ou bien les inconvénients qu'il y a dans le multipartisme intégral. Et c'est ça qui justifie la révision de la Constitution proposée par le chef de l'État. L'autre volet, c'est la décentralisation. Donc, on a suffisamment fait du chemin, mais pas comme certains pays. Le chemin a été, on a décidé de la décentralisation de la démocratie. Je crois qu'elle fonctionne tant bien que mal, même si par moment, il y a des accros, mais c'est que les indicateurs qu'il faut retenir, il y a l'alternance au sommet de l'État, il y a les institutions qui fonctionnent, il y a les élections locales et municipales qui s'organisent pas très bien dans le délai. Il y a tous ces aspects-là qui quand même retiennent notre attention. C'est du positif. C'est du positif, mais qu'il faut améliorer. Améliorer dans le sens où, je viens de dire tantôt que le gouvernement actuel n'a pas suffisamment pris en compte la décentralisation dans son programme. Or, les régimes passés faisaient quand même les efforts d'avancer un temps soit peu. Mais avec la rupture, excusez le terme, c'est une rupture qu'on est en train d'obtenir. La rupture de la rupture. C'est une double rupture si vous voulez. Mais, ça dit, il faut noter, et ça j'insiste là-dessus, la décentralisation a fait du recul. En 2017. D'accord. C'est comme si le ministère de la décentralisation n'a plus rien à se mettre sous les dents que de gérer le quotidien des maires, des préfets, tout ça. Ce qui est mettre à... Il n'y a pas d'ambition de ce côté-là. Non, on n'en a pas vu. On n'en a pas vu. On n'en a pas vu. C'est ça, c'est un recul. Et l'autre côté, c'est l'alternance des élections présidentielles. Elles sont respectées, tant bien que mal, même s'il y a eu des tentatives de repousser. Mais depuis que ça a commencé, je crois que les élections présidentielles ont toujours eu lieu à bonne date. D'accord?
Ça aussi, c'est du positif. Un autre aspect, c'est les réformes proposées par le chef de l'État pour les institutions. Je crois que là, il y a quand même des débats qui se mènent, qu'il faut... Alors, par rapport à ça, si on doit faire des propositions, c'est, par exemple, donner une très grande visibilité aux communes à travers les transferts des ressources aux communes. Vous savez, dans certains pays, le montant de budget transféré aux communes va de 15 à 30%. Au Kenya, en Ouganda, au Rwanda. Au Rwanda, c'est en perpétuelle augmentation. Et ce que j'aurais suggéré, c'est que dans les aspects à retoucher dans la Constitution, que la décentralisation soit constitutionnalisée. Qu'on donne plus de force à la décentralisation. Qu'on donne plus de force en disant clairement que l'État doit mettre en œuvre la décentralisation. En mettant les ressources à disposition. Avec les transferts, et même préciser. L'UEMOA demande que les transferts de ressources soient au minimum 15% du budget général de l'État. Et certains pays africains le font. L'UEMOA de 15%, mais quand vous regardez la sous-région, je crois que c'est le Bénin qui a le plus petit pourcentage de transferts de ressources aux communes. Ben, comment justifiez-vous ça? Mais je crois que c'est le président Yahya que vous avez soutenu a fait 10 ans au pouvoir. Mais comment est-ce qu'on s'écarte volontairement des choix que nous avons faits, ou alors il y a un risque ou une menace quelconque à soutenir les chorales ou les communes, où il y a une peur de voir les maires se transformer en roitelets dans leur commune? Qu'est-ce qui justifie ça? Cette réticence-là vient d'où, M. Ablot? Oui, en principe, je ne suis pas la personne indiquée pour pouvoir répondre à ce volet-là. Oui, pourquoi? Vous avez été maire? J'ai été maire, mais je ne suis pas décideur de transport. Puisque nous, on a toujours réclamé. Nous, les maires, on a toujours réclamé. Voilà ce qu'on nous a toujours opposé, que les maires gèrent mal. Vous avez été aussi un personnage au carrefour, carrément. Les maires gèrent mal. Maintenant, quand on voit ce que gèrent les maires, là, ça représente quoi? Les maires gèrent mal, vous voulez dire que c'est faux? Je ne dis pas que tous les maires gèrent bien. Mais je ne suis pas d'accord qu'on dise aussi que les maires gèrent mal. Ah oui, mais vous avez lu les rapports, Fadek, et vous avez lu le contenu de ces rapports. Et quand on a lu ça, on a des frissons, M. Ablot. Il y a une chose qu'il ne faut pas se voiler. D'accord. Okay? Les audits dans les communes se font chaque année. Les audits sont annuels. Vous prenez les premiers rapports, prenez les derniers rapports aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une nette amélioration. Ça ne se casse. Les rapports sont disponibles. Vous allez au ministère de la Décentralisation, c'est les experts assermentés de l'État. Oui, mais en même temps, il y a des audits. Par exemple, il y a un audit de la passation des marchés dans les communes. Sur le fonds FADEC, il n'y a pas eu longtemps. 92% des marchés passés par nos communes ne respectent pas les procédures. Ça, c'est des faits, M. Ablot. Je dis, la maîtrise d'ouvrage mairie. Il n'y a pas les hommes qu'il faut. Et vous voulez attendre un résultat de ce maire, vous n'aurez pas grand-chose. Et qui recrute des hommes? C'est le maire qui recrute des hommes qui pas nécessairement, il y a l'État qui doit pouvoir mettre ces gens-là à disposition. Mais c'est à défaut que les maires recrutent. D'accord. Sur le budget de la commune. Ok? Ils arrivent à mettre en œuvre. Prenez les premiers rapports, prenez les derniers rapports. Il y a de l'amélioration. Il y a de l'amélioration. Et de deux, je dis, cette portion-là, ce que j'ai les maires là, c'est à peine 3% du budget. Non, c'est pas grand-chose, même s'ils volent ça. Je dis, ce n'est pas grand-chose qu'ils ne volent pas. Mais c'est pour dire qu'au niveau de l'État central, les éléphants blancs que vous craignez, des communes, vous les avez. Au niveau de l'État central, personne n'en parle. Oui, mais M. Ablot, est-ce que la raison n'est pas purement politique dans un pays où les maires sont en permanence sous la menace de la destitution? Est-ce que ce n'est pas la crainte de voir l'adversaire politique plutôt gérer ces fonds-là qu'on aurait transférés qui retarde ça? Non, ceux qui décident de transfert, c'est la CONAFIL. La CONAFIL, c'est... Qui est là quand même sous la tutelle du ministère de la décentralisation. Bon, on ne doit pas avoir peur de qui va gérer, parce qu'on est en train de voir le développement de la commune. Si c'est les adversaires qui sont là, en ce moment-là, mais ils vont le gérer.
souffrir qui le gère. Mais est-ce que ce n'est pas cette peur-là qui fait que le Bénin n'est pas aux normes de l'UEMOA? Donc, il faut constitutionnaliser la décentralisation, le taux de transfert aux communes, comme ça. Et s'assurer par ailleurs que les ressources affectées seront bien gérées. Oui, les audits, mettre en place les audits. Oui, mais on fait les audits, on ne sanctionne personne non plus. On ne sanctionne personne. Pourquoi on ne sanctionne? Mais on ne sanctionne personne. Quand il y a des prédations avérées de fonds publics, il y a quand même nécessité de sanctions par la suite. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec vous. Quel est le maire qui a été déjà sanctionné dans ce pays parce qu'il a mal géré les ressources mises à disposition? Donnez-moi 2 exemples. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Et le paradoxe, quand dans toutes les communes, pour toutes les rébellions ou les oppositions à l'intérieur des communes, pourquoi l'option du tribunal est rarement faite? Pourquoi chaque fois c'est plutôt l'option politique, la destitution? Vous expliquez ça, vous? Je pense que c'est toujours la politique. Si les gens arrivent à avoir les conseillers à un moment donné, ils en font ce qu'ils veulent. Et c'est toujours beaucoup plus les partis politiques qui gèrent ça. C'est les rivalités entre partis politiques. Donc, d'où la nécessité de réforme également des lois de la décentralisation. N'est-ce pas un frein à la décentralisation aussi? Il faut réécrire les textes de la décentralisation. Tel que ça a été écrit, on a vu maintenant qu'il y a des limites. Tel qu'on veut retoucher à la Constitution, il vaut mieux qu'on retouche également les textes de la décentralisation. À l'épreuve de la pratique, ce qu'on corrige. Il faut qu'on corrige. Hein? Donc, j'insiste là-dessus pour que le transfert des ressources aux communes soit également constitutionnalisé. Très bien, nous allons... précision du taux. Très bien, si vous le permettez, nous allons peut-être ouvrir le standard à nos auditeurs. 66 75 72 72 64 44 02 44 pour nous joindre ici et poser quelques questions à notre invité. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne? Monsieur, bonjour. Bonjour, à qui avons l'honneur? Je suis à Savalou, c'est Eugène Wayon. Oui, Eugène Wayon, nous vous écoutons. Ce sont des grands hommes. Il faut qu'ils se surpassent de certaines choses. Citation de Monsieur Ablon. Excellence, bonjour. Kofi Aza, sur Canal 3, a dit, je le cite, Talon a été préparé pour prendre le pouvoir, mais il n'a pas été préparé pour sa gestion. Les prochains jours seront très durs pour notre pays. Le chef de l'État actuel est très mal conseillé. Nous sommes à l'ère du roi Glélé. Excellence, que pensez-vous de cette citation, de ces citations? Ne voyez-vous pas que c'est poignant? Deuxième question. Excellence, ne voyez-vous pas l'histoire Talon à Yavon est presque à l'image de Talon Yahi? Troisième question. Et ce sera la dernière, Eugène Wayon. Excellence, je suis d'accord. Alors, Excellence, ne pensez-vous pas que lorsque vous êtes un homme immensément riche, qu'il y ait une manière de se comporter dans la vie, c'est-à-dire être humble, et que souvent, lorsque deux lions se battent, ce ne sont plus les herbes qui en souffrent, mais je dirais l'égoïsme de l'un qui oublie. Merci de comprendre et de prendre la suite. Suivez le regard de ma bouche. Merci, bonne journée à vous, Eugène Wayon, qui est devenu philosophe pour le temps de cette émission. Nous allons prendre notre auditeur s'il est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Sébastien Nyonroso, je vous appelle de Métalo. Monsieur Nyonroso, allez-y pour vos questions. Je salue l'honorable maire Ablon. Mais ma question, c'est de demander pourquoi les politiciens ne veulent plus parler de ce pays aujourd'hui. Parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la... Monsieur Nyonroso, on ne vous a pas bien compris. Pourquoi les politiciens, vous avez dit? Ne parlent plus assez aujourd'hui, ne prennent plus. Béninois, ne parle plus, d'accord. Les politiciens béninois, aujourd'hui, ils ont eu la peur de parler. Parce qu'un politicien doit opiner sur tout ce qui se passe dans le pays. Si c'est bon, si c'est vrai, il doit le dire. Comment dites-vous ça? Nous avons un politicien dans le studio, il est en train de parler. Mais il n'a pas parlé, j'ai vu que M. Ablon a fait toujours la langue de voix. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Par exemple, vous lui avez posé des questions sur le président à Javon. Tout le monde sait qu'il est un membre
fervent d'Adjavon aux élections présidentielles. Mais aujourd'hui, il ne peut pas nous dire concrètement ce qui se passe aujourd'hui entre président Adjavon et Talon. Bien, il n'est pas Adjavon, mais il voit tout ce qui se passe. Le pape, après la fête des drogues, on a supprimé le parc conteneur de Adjavon, on a retrait l'agrément pour le transit, et maintenant on attend qu'on retire les camions de Adjavon de... Tout ce qui se passe là, il doit avoir quelque chose sur ça pour venir nous dire. Apparemment, vous le savez, M. Sébastien Yonkoso. Alors, votre question, c'est quoi? Pourquoi les politiciens ne parlent plus? Ça, c'est noté. Oui. Vous en avez une autre? Bon, une autre, ma dernière question pour libérer la ligne. Exactement. La restriction de la liberté dans le pays. Les citoyens interdits de mouvement dans ce pays. Ils voulaient faire la réunion en dehors de l'université. On les a chassés. Alors que lorsqu'on avait pris les décisions, le ministre avait dit qu'il peut faire les regroupements en dehors du campus. Très bien, maintenant, ils ont fait en dehors, on les a suspendus. Et suspension des matchs, interdiction des matchs, suspension des radios et télévision dans le pays. Il n'a qu'à noter quelque chose sur ça. Il est politicien béninois, il n'a qu'à parler. Bonne journée à vous. Il vous a entendu. Un autre est-il en ligne? Bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Robert, une question m'appelle. Nous vous écoutons, M. Robert. Oui. Je remercie votre invité et je lui dis, monsieur le maire, honorable maire, je ne suis pas satisfait de votre émission de ce matin parce que vous ne voulez pas aller droit au but. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe dans ce pays, mais j'ai constaté que vous avez voulu faire la langue de bois. Sans aller très loin, je voulais demander si, la main sur le cœur, vous pouvez jurer que M. Sébastien Adjavon est encore en de tels contempts avec le chef de l'État, M. Patrice Guillaume Atalon. Et deuxième question, honorable député maire, je voudrais vous demander que se passe-t-il avec vous les politiciens? Nous avons constaté que vous avez déserté le forum, vous avez libéré l'espace public aux membres du nouveau départ de la rupture et qu'eux, ils sont en train de défiler leur rouleau compresseur. Et je voudrais vous exhorter à vous lever, à vous réveiller de votre sommeil tardif pour que vraiment le... Monsieur Robert, nous avons dit des questions. Nous avons dit des questions, pas des commentaires. J'ai déjà posé mes questions. Le seul qui a droit à des commentaires ici ce matin, c'est notre invité, Benjamin Ablon. Bonne journée à vous. Nous prenons notre invité, notre auditeur, Chaledi. Bonjour. Bonjour, monsieur Lalo. À qui avons l'honneur? Benjamin Bosseri, je vous appelle d'Arolou Yamé. Oui, monsieur Bosseri, allez-y pour vos questions. Bonjour, Vigile Avancé, et bonjour, Benjamin Blanc. J'ai une seule question pour votre invité. Monsieur Benjamin Blanc, vous savez, le Bénin a eu sa décentralisation, son premier décentralisation en 2008 ou bien en 2003, j'ai une bonne mémoire. Je voudrais vous demander, jusqu'à présent, il y a certaines communes qui ont des difficultés à se développer. Et je me demande pourquoi. Pourquoi cet état de choses? Je voudrais vous demander pourquoi certaines communes ont des difficultés à se développer. Je ne sais pas si c'est la décentralisation qui a été mal prise ou qui a été mal conduite. Merci. Merci, bonne journée à vous. Nous allons prendre une ou deux personnes encore, le temps de revenir dans ce studio. Bonjour. Il est parti. Est-ce qu'il y a un autre? Bonjour. Allô? À qui avons l'honneur? Oui, merci beaucoup. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Merci. Achille Kouminassi, d'Akro-Mistressé. Oui, monsieur Kouminassi, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup. Je salue votre invité. Je salue l'ingéniosité de ceux qui ont créé cette émission. Alors, ma question, elle est toute simple. Et elle est d'ailleurs une question. Qu'est-ce que votre invité pense de l'attitude des députés qui sont à l'Assemblée aujourd'hui? Les députés ont tendance à accepter l'inacceptable. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent? Parce que c'est là-bas le haut lieu de la politique. Qu'est-ce que vous reprochez aux députés, M. Kouminassi? Ah oui, justement. Soyez un peu plus précis sur la question, ça lui permettra de vous répondre. Voilà. Moi, je pense, c'est une observation.
Je pense qu'ils sont un peu en recul. Ils ne sont pas en avant-garde de ce qui se passe. Ils parlent peu. Le peuple a besoin de ce que... Ce sont eux les hommes politiques. C'est les vrais hommes politiques qui sont à l'Assemblée. Alors, ils parlent moins. On souhaiterait qu'ils parlent assez. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Nous allons prendre le dernier auditeur revenu ici. Bonjour. À qui avons l'honneur? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Franck Agbe. Franck Agbe. Oui. Allez-y. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui. Vous êtes en direct. Oui. Je tiens à féliciter d'abord les deux journalistes, mais à dire que franchement, je ne suis pas trop satisfait de la prestation du maire. Donc, vous n'êtes pas autorisé à apprécier notre invité. Vous êtes là pour poser des questions si vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Mais vous n'êtes pas là pour le juger, monsieur Agbe et Franck. Ok, d'accord. Posez votre question. Alors, et puis il vous répondra. Je voudrais savoir comment se passe actuellement la situation au niveau de la 17e circonscription, puisqu'il a été suppléant d'un député. Bon, aujourd'hui, paix à son âme. Bon, comment se passe actuellement les choses au niveau de la 17e circonscription? Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Vous êtes le dernier intervenant dans la série de ce matin. Nous allons revenir ici en studio avec notre invité pour qu'il tente quelques réponses à ces questions. C'est Eugène Iragnon qui, le premier, nous a bassiné d'une longue citation. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Il demande à savoir ce que vous pensez de cette citation. Merci, et merci à l'auditeur, à tous ceux qui ont posé des questions, ceux qui ont fait des commentaires. Ce que j'ai à dire, c'est que l'opinion publique attend des déclarations. Nous sommes sur une radio, nous sommes dans un pays où actuellement on note une certaine tension liée à des activités, à des actes posés ça et là. Je crois que ma prestation n'a pas pour objet de raviver cette tension-là, de nous dire que ce qui peut être dit sur une radio est que de rétablir les vérités. C'est de ça qu'il est question. Si certains trouvent que la réponse ne satisfait pas leur curiosité, ils peuvent toujours se rapprocher, on peut toujours se rapprocher de la radio, trouver nos contacts et chercher à discuter avec nous s'ils le souhaitent. Et on ne peut quand même pas tout dire sur les antennes non plus. Donc vous reconnaissez qu'il y a des choses que vous n'avez pas voulu nous dire ici. Je vous ai dit que ici c'est sans tabou, hein, dans cette émission on répond aux questions sans tabou. Vous me posez des questions qui ne me concernent pas directement, c'est des questions qui concernent d'autres personnes. Ne me demandez pas de mettre dans la tête de ceux-là pour... Non, on demande votre avis. Voilà. On demande votre avis. Ça ne peut être que des analyses que je place. Oui, des analyses. Voilà. Alors, l'histoire Talon à Diavon ne ressemble-t-elle pas à l'histoire Yahi Talon? Est-ce que c'est la même chose? C'est toujours Eugène Ewayi. Moi, à chacun d'apprécier. Moi, je ne sais pas l'origine de l'affaire Talon à Javon. Si on peut parler ainsi, s'il y a une affaire à Javon Talon. Mais ce qu'on note, c'est que entre les deux alliés d'hier, il y a des remous. Il y a des remous entre ces deux alliés. Est-ce qu'ils se côtoient encore aujourd'hui? Je dis, je n'en sais rien. Mais ce que nous constatons au niveau de l'état-major, c'est qu'il y a une certaine morosité. Il y a un froid. Il y a un froid. Qui est peut-être glacial, mais il y a un froid. Si le président Adjavon voulait se retirer de la rupture, il aurait demandé à ses ministres de démissionner. Et ça, il ne l'a pas fait. Donc, quand même, ce sont des Béninois qui travaillent pour le développement du pays. Donc sur la base de ce constat, vous dites qu'il est toujours dans la rupture. Je dis qu'il est toujours dans la... Tant que lui-même ne serait pas présenté pour dire « je quitte la rupture », c'est qu'implicitement il y est. Maintenant, dans cette appartenance, il peut être mis à mal. D'accord. Il peut être mis à mal et ça peut créer des frustrations, mais une fois qu'il est dedans, il est obligé de consommer. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. La restriction des libertés. Oui, allez-y. Je crois que on ne devrait pas interdire aux étudiants de se réunir puisqu'ils ne le font pas dans l'enceinte du campus.
c'est un lieu privé qu'ils ont choisi pour tenir. Une conférence de presse, c'est pas une manifestation où ils devaient occuper la rue, faire des agitations. C'est une conférence de presse. La liberté d'expression doit quand même la laisser s'exprimer. Les gens doivent pouvoir s'exprimer librement. S'ils disent quelque chose qui est contraire à la vérité, il revient à celui qui est chargé de ce domaine de remonter au créneau pour dire ce qui est dit n'est pas vrai, voilà. Mais qui est allé les mater, je crois que c'est pas une bonne chose. D'accord, c'est un essai. Très bien. Les politiciens, ça c'est revenu comme une rengaine dans les questions des auditeurs. Les politiciens ne parlent plus. Qu'est-ce qui vous empêche de parler, monsieur les politiciens? Pourquoi est-ce que vous ne dites plus rien enfin, tout le monde, presque tous les intervenants presque sont revenus dessus, parler, vous ne parlez plus. Est-ce que les politiciens ont des choses dans la bouche qui les empêchent de parler? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je fais le même constat que vous, mais pas seulement lié aux politiciens. Je constate que toute personne n'est pas dans le pays. Enfin, nous on parle quand même. Pas assez. Pas assez comme il le faut. On est en train de parler là maintenant. Les syndicats, on ne les entend plus. Tout le monde, on les entend. Est-ce à dire que les gens sont en rang d'observation pour pouvoir pour attendre l'étincelle qui va faire exploser. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. C'est une grenade. Maintenant, vous constatez avec moi qu'il y a du silence un peu partout. Il y a du silence un peu partout. Il n'y a pas de réaction. Oui, mais le vieux militant que vous êtes devrait pouvoir nous dire ce qui justifie ça. Au début du mandat du président Boniaï en 2006, ici, 2 ans de boulevard, personne ne parlait, c'était le show de FCBE. Et est-ce que c'est caractéristique de chaque fois qu'il y a un nouveau régime, les gens se taisent, ils attendent des pauses, ils regardent, etc. Est-ce que c'est ça qu'on revoit là maintenant ou il y a un autre problème? Non, mais vous-même vous venez de le dire. Non, je pose la question. Il y a toujours un rang d'observation. Il y a toujours un rang d'observation. Donc, je prends un exemple. Le chef de l'État était à Parakou, les populations disent que ça ne va pas, rien ne va dans le pays. Mais il a dit de patienter, qu'il est en train de cuisiner. Le repas n'est pas encore prêt. Bon, voilà maintenant. Donc chacun attend de passer à table. Chacun attend que le repas soit prêt. Pour passer à table. Mais en ce moment, c'est ceux qui vont rester vivants qui vont manger. Ah oui, ceux qui auront la possibilité de s'asseoir à table. Non, pas à table. Vous savez, ce qu'on est en train de dire là, ça se tend dans la ville. Les opérateurs économiques, les entrepreneurs ne sont pas payés. Vous savez que c'est quand l'État fait de ces genres de paiements que l'argent circule dans le pays. D'accord. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine morosité liée au non-paiement. Les entreprises qui ne touchent pas le secteur, tout se coince partout, c'est des décisions pour dire il faut. Donc chacun attend pour savoir à quelle sauce elle sera mangée. Et ça peut justifier, ceci peut justifier cela. Très bien. Certaines communes ont des difficultés à se développer. Ça, c'est une question à l'ancien maire que vous êtes. Qu'est-ce qui justifie que les communes traînent les pas? On a estimé que en décentralisant et en ramenant le pouvoir du sommet à la base et en confiant la gestion de nos cités à des élus locaux, à des fils du terroir, etc., que le développement prendra un essor, mais c'est pas sûr à quoi on assiste. Qu'est-ce qui justifie ça? Je crois que la raison, ou bien les raisons sont toutes simples. L'État a décidé de la décentralisation. L'État a également décidé du transfert des ressources. Ça, il faut vraiment insister là-dessus. Vous confiez du travail à quelqu'un, vous ne lui donnez pas les moyens pour exécuter ce travail, il ne fera rien. Donc, l'État doit également transférer les ressources aux communes pour qu'ils puissent mesurer le développement. Le peu qui est transféré, vous voyez déjà, j'ai dit, il y a une certaine amélioration dans la maîtrise d'ouvrage communal. Et ça avance. Mais si on assiste à la rupture de ce transfert, ou bien la réduction drastique de ce transfert, vous voulez attendre quoi des communes? Il y a des communes qui n'arrivent pas à mobiliser 10 millions au cours de l'année en taxes au niveau local. Il y a des petites communes qui n'arrivent pas à mobiliser ça. Et ils attendent que l'État leur transfère les ressources pour qu'ils puissent faire ce qu'ils peuvent. Mais est-ce que les administrations communales ne se croisent pas les doigts, elles aussi, en attendre que les subventions de l'État
alors que quand vous faites campagne pour vous faire élire maire dans vos communes, vous ne dites pas, nous voulons être maire pour gérer les subventions venant de l'État. Vous dites, oui, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Vous faites des promesses que vous lancez à la cantonade, c'est comme ça que vous faites. Mais et quand dès lors quand vous êtes élu, que vous installez là à la tête de la commune, vous dites, on attend que l'État nous envoie les ressources. Est-ce que quand même il n'y a pas une petite hypocrisie là dans le comportement de nous-mêmes? Non, ce qu'on est en train de dire, il faut le comprendre de cette manière. D'accord. C'est que c'est du rôle de l'État de faire le développement. L'État dit, je la confie aux communes. Mais sans leur donner les moyens de leurs actions. Mais quand tu transfères une compétence, tu accompagnes avec les moyens, les ressources qu'il faut. Mais c'est quand ces ressources-là vont sur que tu vas dire, malgré que je lui ai donné les ressources pour faire le travail, il n'a pas fait. Mais tant qu'il n'a rien, tu dis, bon, allez, va faire. Ce qu'on collecte dans les communes, là, c'est dérisoire. Un homme, une mission, des moyens. Un homme, une mission, des moyens. Et ça, j'insiste là-dessus. Et je dis, il faut constitutionnaliser et la décentralisation et les transferts de 15% aux communes. Il faut le constitutionnaliser si on veut avancer. Très bien. Maintenant que c'est constitutionnalisé, mettez les outils en place pour en contrôler la gestion. Aucun maire n'a jamais refusé un audit. Il en a le pouvoir? Mais aucun maire ne refuse. Il n'en a pas le pouvoir. Mais aujourd'hui même, c'est un exercice de compétition entre les communes. La NCB est là et apporte les accompagnements nécessaires. Et vous voyez par exemple la mise en œuvre de la TDL. La TDL, c'est quoi? La taxe de développement local. C'est instruit, c'est prescrit. Mais très peu de communes la mettent en œuvre. Ceux qui essaient de faire pour pouvoir faire la mise en œuvre sont décriés après. Pourquoi? Mais parce que c'est une mesure qui rend impopulaire. Personne n'a envie d'être impopulaire. Tous les maires ont envie de se faire élire. Attendez, si tu as besoin, si tu veux faire quelque chose, d'avoir un résultat pour ton mandat, tu ne dois pas regarder ça. Ah oui, tu ne dois pas regarder ça. Tant que tu n'as pas le résultat. Mais ceux qui sont réticents à la mise en œuvre, quand on leur explique de fond en comble, ils finissent par adhérer à la chose. Il y a des communes où, spontanément, c'est le groupement de cultivateurs même qui fait la collecte pour la commune. Donc il faut que ça rentre dans les mails pour que la population sache que ce que je donne là, ça sert à ci, ça sert à ça. D'où la reddition des comptes qui sont programmés dans toutes les communes et exécutés au moins 2 fois l'an. Très bien. Alors, Achille Kouminassi, vous voulez savoir, ça c'est une question qu'il pose à l'ancien député, que pensez-vous de l'attitude de l'Assemblée nationale aujourd'hui? De loin, l'Assemblée nationale à laquelle vous avez appartenu, vous l'observez. Et qu'est-ce que vous pensez de l'Assemblée nationale, de la mandature actuelle? Je ne sais pas si c'est exactement ça sa question, mais enfin, non, moi je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Qu'est-ce qu'on doit penser d'une mandature? Comment est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle ne travaille pas? Mais pour évaluer une mandature, c'est à la fin. Non, c'est l'Assemblée nationale. Sa vocation première, c'est de voter des lois, de contrôler l'action du gouvernement. Est-ce qu'elle le fait? Je dirais jusqu'à la date d'aujourd'hui, oui. Mais il faut aller voir combien de lois ont été votées pour voir si elle a travaillé par rapport à l'ancienne. Aujourd'hui, je sais qu'ils sont en conclave pour la semaine prochaine, 12 lois en étude. Bon, ils vont faire ce séminaire pour venir accoucher 12 lois. Donc ils travaillent. Ils travaillent. Très bien. Maintenant, politiquement, si c'est ça qu'il veut dire, je crois que la voix politique ne peut pas être donnée à l'Assemblée. Il revient à chaque parti politique de se prononcer sur la situation politique. Et de choisir sa posture. Très bien. La 17e circonscription électorale à laquelle vous appartenez, quelle est la situation politique dans cette circonscription? Franck Aboui, vous voulez savoir? Est-ce qu'il y a une situation politique standard? Je crois que tout le monde s'organise pour les prochaines élections législatives. Tout le monde s'organise, y compris, disons, tous les partis s'organisent. Et c'est là le lieu de rappeler la mémoire du feu Thomas Arenou, qui était le député de la 17e, l'un des députés de la 17e. Et je voudrais, par ce biais aussi, je viens de me rappeler que un élu local, un ancien candidat à la présidence de la République, je vais parler de mon frère
le président Diagoué, qui a été membre de mon conseil, qui n'est plus aujourd'hui, le père à son âme. Je voulais avoir une pensée sincère pour lui et à sa famille. Donc, je crois que la 17e... Dans la 17e, tout va bien, il n'y a aucun problème. Bon, il y a un problème, ça peut être un problème politique parce que ça va être une lutte. À Tiémé, Komé, Grand Popo, ça va être une lutte. Actuellement, c'est Komé qui a eu la députation à la personne de l'honorable Agbele Sessi. Alors, on se bat pour... Et vous comptez bien gagner cette lutte, certainement. Inch'Allah. Très bien, 2 minutes encore pour boucler cette conversation. Benjamin Ablor, voulez-vous la conclure en 1 minute? Merci beaucoup, et je crois que ce qu'il y a d'important à dire, c'est que le gouvernement écoute le cri de sa population, parce que la tension est très vive, et il ne manquera que de l'étincelle qui va la faire exploser, au niveau social, je veux dire. Elle est très vive. Et il ne faut pas que ça soit banalisé. Je souhaite vivement que le président de la République et ses collaborateurs puissent vraiment se pencher sur la question pour faire baisser la tension. D'accord, ça fait un. Ensuite, que la décentralisation soit vraiment présente dans les différents programmes et projets mis en œuvre. Et que le transfert des ressources suive également afin d'obtenir le développement à la base. Et pour terminer, le document de révision soit enfin disponible pour que tout le monde, toute la population puisse participer au débat afin de savoir ce que nous voulons mettre, ce que nous voulons corriger dans notre constitution. C'est très important et je félicite pour ce qui se fait au niveau du tourisme, au niveau de la sécurité surtout, parce que sans la sécurité, il n'y a pas la quiétude. Je crois qu'il ne faut pas baisser du chemin parce que c'est un domaine où dès que vous relâchez, une fois on retombe à la case de départ. Tout à fait. Donc il faut que l'effort soit soutenu et que la mise à disposition des moyens soit complète au niveau de toutes les communes. Très bien, voilà, Benjamin Ablor, Clotaire était notre invité pour le compte de ce numéro 155 du Grand Rendez-vous. Benjamin Clotaire Ablor est électro-technicien, il a été député à l'Assemblée nationale et ancien maire de la ville de Grand Popo. Merci, merci d'être venu en direct éclairer l'actualité de vos opinions. Vigile Aroncet, Wilfried Adoun et Mohamed Liamidi qui assuraient la réalisation technique de ce programme. Vous prie de continuer à nous rester fidèles. Rendez-vous dimanche prochain, même fréquence, avec de nouveaux invités, si Dieu le veut.